Le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux. Aucun espoir de divorce, ironisait en son temps Milan Kundera dans ses risibles amours. Alors que dirait-il aujourd'hui, à l'heure où en France, un mariage sur deux se termine en divorce? Toujours selon l'INSEE, la France qui se hisserait à la 10e place des pays européens avec le taux de divorce le plus élevé. Alors voilà, comme chacun sait, même si deux divorcés apaisés valent mieux qu'un couple acharné à se détruire, comme le disait Daniel Pénac dans son Chagrin d'école, il n'en reste pas moins que bien souvent, les premiers à trinquer, ce sont les enfants. Alors voilà la question que nous nous posons ensemble ce matin. Comment tout simplement épargner nos enfants du traumatisme du divorce? Tentative de réponse aujourd'hui avec mes trois invités qui sont Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, vous qui êtes toujours psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur de cet ouvrage Réussir son divorce chez Larousse. Bienvenue Marie-Estelle Dupont. Nous sommes également en compagnie de Sophie Renouf en ligne, mais d'abord Sophie Durand de Sophie. Aujourd'hui, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Sophie Durand, bonjour. Bonjour. Alors vous, de votre côté, vous êtes thérapeute pour couple et pour les familles, et vous êtes également médiatrice familiale. En deux mots, pour nos éditeurs, c'est assez récent comme concept, je crois, en tout cas en France. Expliquez-nous en deux mots ce que ça veut dire, médiatrice familiale. Médiatrice familiale, il s'agit de recevoir des couples qui sont divorcés en général. La médiation peut aussi intervenir à d'autres endroits, mais pour ce qui concerne les couples, il s'agit de, ensemble, traiter un sujet de conflit ou des sujets qui peuvent faire conflit. Voilà. C'est un peu ça. La différence avec la thérapie, ce serait que la thérapie, elle prend soin des souffrances, et la médiation, elle traite de sujets qui ont nécessité d'être traités parce qu'il faut organiser la résidence des enfants, parce qu'il faut se mettre d'accord sur la contribution. On essaye de se mettre d'accord avec vous. C'est ça, l'objectif. Exactement. Et moi, dans mon travail, quand j'accueille des couples qui envisagent la séparation, je suis entre les deux, entre la médiation et la thérapie de couple. Pas évident de se placer sur le fil, si je puis dire. Et nous sommes enfin en ligne donc avec Sophie Renouf. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Ange. Alors, on vous entend un petit peu faiblement, mais on va peut-être augmenter le son de votre voix. Avocat en droit de la famille que vous êtes au barreau de Lorient. Vous avez écrit de votre côté le guide pratique de la séparation, fraîchement édité chez Jouvence, Sophie Renouf. Alors, c'est intéressant d'avoir d'un côté la psychologue clinicienne, de l'autre côté la médiatrice et puis l'avocate. Quand on passe à l'étape supérieure, si je puis dire, Sophie Renouf, et que là, il s'agit de recourir à la justice, on a souvent envie de se dire, pour commencer, quand on peut l'éviter, c'est mieux ou pas? Je parle à l'avocate que vous êtes. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à l'idée reçue, l'avocat n'est pas forcément synonyme de conflit. Dans ma pratique professionnelle, je fais beaucoup aussi de conciliation, de tentatives de solutions amiables. Et aujourd'hui, la loi nous offre, en tant qu'avocat, des possibilités de régler des conflits familiaux sans passer par un juge. Je pense notamment au divorce par consentement mutuel. Je pense aussi, en dehors d'un divorce, à des conventions parentales. Alors, je m'adresse à vous, Marie-Estelle Dupont. Réussir son divorce, alors c'est quand même un peu ironique. Enfin, c'est trop, en tout cas, un peu provocateur, cette espèce de titre. On réussit quelque chose qui est quand même traumatisant un peu pour tout le monde, même si parfois, comme le dit Daniel Pénac, il vaut mieux ça que de s'acharner et de s'écharper toute une vie. Oui, alors le choix de ce titre un peu provocateur est paradoxal. En fait, il est lié à la situation que nous rencontrons comme psychologues aujourd'hui, à savoir que malheureusement, comme vous l'avez rappelé, 46% des mariages se terminent par un divorce. 46%. Et en tant que psychologue, on a donc une approche psychologique, relationnelle, spirituelle si on le souhaite, des choses, mais pas morale et religieuse. C'est-à-dire que ça n'est pas à moi de me positionner en gourou, en pseudo-moralisateur, disant aux gens s'ils doivent ou pas divorcer. Je dois accueillir les situations à l'endroit où elles en sont. Parfois, je dois amener la personne à discerner et à dissiper des illusions qui consistent à penser que le divorce va régler tous ses problèmes et à lui dire « Attendez, là, c'est plutôt une blessure d'enfance et vous croyez que le couple est la source de vos problèmes. Mais en fait, c'est pas le cas et en bossant sur vous, vous verrez bien, mais si ça se trouve,
Et j'ai eu plein de situations comme ça, où au bout d'un an de thérapie, la personne m'a dit, je suis en train de retomber amoureux de ma femme, parce qu'en fait, je me suis dégagée du fantôme de mon père qui faisait tout le temps la gueule dans le couple. Bon, voilà. Et parfois, j'ai des gens qui arrivent en me disant, ma décision est prise. Et là, mon rôle de psychologue, c'est de faire en sorte que ça ne se termine pas, comme je le vois trop souvent, en pugilat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité. Les divorces, on en voit tous autour de nous, où les gens finissent ruinés moralement, les enfants sont pris en fait en conflit de loyauté, en otage, où ils font le pigeon voyageur entre les parents. Et ça fait des dégâts terribles. On oublie l'intérêt supérieur de l'enfant, on oublie sa responsabilité d'adulte, et puis on en sort ruiné financièrement et moralement en étant persuadé que l'amour est un piège. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de dire bon, le divorce c'est toujours une fracture, le divorce c'est toujours un drame, le divorce c'est toujours une épreuve, bien évidemment, et prenez vraiment beaucoup de temps avant de décider de divorcer. Maintenant, si vous avez pris votre décision, il ne me revient pas à moi en tant que psychologue de vous faire revenir sur cette décision, mais de vous accompagner, parce que oui, ça peut se passer d'une manière mature, lucide, et il sera toujours meilleur pour vous et vos enfants de divorcer dans la lucidité que finalement on dit la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, si vous vendez à votre enfant le mensonge d'un soi-disant amour qui est en fait une détestation froide et un mépris profond dans le couple, est-ce qu'il n'en sera pas beaucoup plus traumatisé dans sa vie affective ? Je crois que si, et qu'on peut pas se permettre d'avoir une pensée binaire par rapport à ça aujourd'hui. Vous écrivez quand même dans votre livre, un enfant pense quand même, dans tous les cas, un enfant pense que ses parents resteront toujours ensemble parce qu'il souhaite foncièrement que ces deux sources demeurent unies, et il redoute parfois au moindre conflit une rupture. C'est à la fois très violent et là aussi c'est quand même une vérité, ça, Marie-Estelle. Bien sûr qu'un petit enfant, il a toujours ce rêve que les deux personnes qu'il aime le plus au monde, son papa et sa maman, s'aiment. Il est le fruit de cet amour. Donc c'est évidemment une fracture pour lui quand ces deux jambes en fait se séparent. Ouais. Il se sent forcément écartelé et il a toujours ce rêve en lui. Maintenant, ce qui va le traumatiser, c'est d'être triangulé, écartelé. Ce qui va le blesser, c'est la séparation. Mais si l'enfant sent qu'il ne perd pas sa place dans le cœur de ses parents, il pourra surmonter cette épreuve et ça ne détruira pas forcément sa future vie affective. Alors qu'à contrario d'avoir vu des parents se détester et se violenter moralement ou physiquement, ça peut le bloquer complètement dans son développement affectif. Ouais, vous partagez ce point de vue ou pas les deux, Sophie. C'est Durand pour commencer. Alors, je commence, ok. Comment dire ça ? Ce qui est important, en fait, c'est de prendre soin de la souffrance du couple qui va se séparer, qui envisage cette séparation. Ouais. Parce que, effectivement, même si le divorce, il est banalisé, ça reste une souffrance pour l'enfant. Et pour que les parents puissent accompagner cette souffrance, alors, moi, je dois les recevoir ce couple et prendre soin de leur souffrance. Et pour ça, ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir leur permettre de dire au revoir à leur couple. Faire ce travail de revisite de l'histoire de la relation, comprendre où se sont situées les attentes, là où se sont situées les attentes déçues, les événements qui ont fait que il y a eu une distance qui s'est fabriquée dans le couple, quelque chose qui a fait que on s'est mal attendu et du coup on a créé du mal entendu. Ouais. Ce qui est nécessaire absolument, c'est de prendre soin des souffrances de ce couple-là avant d'envisager de discuter des sujets. Si je me place du côté de la médiatrice, de discuter des sujets classiques où les enfants vont vivre, qui va prendre la petite cuillère et la fourchette. Voilà. C'est vraiment ce travail-là absolument nécessaire et absolument délicat parce que un couple qui divorce, c'est un couple dont la mission a échoué. Enfin, donc il faut prendre soin de cet échec du couple et il faut comprendre, il faut aider les gens à faire les personnes que je reçois, je les aide à remettre du récit dans cette histoire-là, de se faire un récit dans lequel ils peuvent habiter tranquillement. Ça ne veut pas dire que ils doivent être d'accord dans la séance. Ils entendent ce que l'autre dit, ce que je peux reformuler de ce qui a été dit. En tout cas, c'est cette histoire-là qui est nécessaire de faire, de se dire, pour ensuite passer à une autre étape. En fait, ce qui pourrit tout, mesdames, Marie-Estelle, j'ai presque envie de juste d'entendre à ce moment-là précis l'avocate que vous êtes, Sophie Renouf. Le pire, c'est le fameux « j'ai droit à ». Ça pourrit tout, en fait, dans la famille, le triangle dont parlait Marie-Estelle Dupont tout à l'heure, au fond.
J'ai droit à, et donc je suis prêt à tout, comme pour récupérer un enfant comme une petite cuillère, pour reprendre les propos de Sophie Durand. Oui, tout à fait. En réalité, ce qui fait la souffrance et le traumatisme de l'enfant, c'est le conflit qui existe à son sujet, notamment de la part de ses parents, lesquels, le plus souvent sans recul et pris par leurs propres émotions, vont raisonner sur un schéma très binaire de gagnant-perdant. Et c'est vrai que dans ma pratique, alors moi je ne suis pas dans celle qui va prendre soin du lien. J'observe des liens qui se distendent, et c'est vrai que dans ma pratique, je vois parfois des personnes qui viennent me consulter qui sont davantage soucieux de ne pas perdre et très peu en réflexion sur finalement l'intérêt de leur enfant. Oui. Et c'est vrai que je suis amenée parfois, alors avec les outils qui sont les miens et qui ne sont pas les outils du psychologue, mais je suis constamment amenée alors à essayer de faire prendre conscience à mes clients ou que l'enjeu n'est pas là, que l'enjeu n'est pas de gagner ou perdre, que l'enjeu est en réalité d'essayer d'organiser les choses de la façon la plus équilibrante possible pour chacun des parents et surtout pour l'enfant. Ouais, alors Marie-Estelle Dupont, c'est vrai que c'est pour ça que vous insistez énormément à plusieurs reprises dans votre livre sur cette importance, voire ce côté vital du travail sur soi, de se connaître mieux, pour ne pas en rester là, parce que parfois on peut pas s'empêcher de se dire il est toxique, elle est toxique, ça c'est très tendance, parfois c'est vrai, mais parfois ça ne l'est pas forcément, etc., etc. Et vous parlez même du côté sacré, ça c'est quand même très intéressant. Je fais un lien précis à ce moment-là de l'émission pour vous exprimer, pour vous laisser vous exprimer sur ce terme qui est quand même pour Radio Notre-Dame peut paraître un peu commun, mais pour notre société l'est beaucoup moins. La disparition du sacré en termes de... Oui, tout à fait. D'ailleurs, juste pour revenir sur un mot qu'a dit Maître, à la fin du livre, je dis bien, choisissez si vous voulez un divorce lose-lose, win-win, parce qu'elle dit gagnant-perdant. Win-win, win-lose ou lose-win. Et en fait, on peut être win-win. C'est-à-dire que dès qu'on met l'intérêt supérieur de l'enfant, on va devenir on va devenir très intelligent, parce qu'en fait, on va lâcher l'ego et l'argent, qui sont évidemment les deux incendies les plus importants dans un divorce. Quand on lâche prise sur l'ego et sur l'argent, c'est gagné. Enfin, il y a plus de problème, il n'y a plus de guerre, parce que l'autre peut vouloir faire la guerre. Faut être deux pour faire la guerre, comme pour faire l'amour. Donc, c'est à bout d'un moment, si ça prend pas parce que vous restez bienveillant et discipliné, l'autre il sera obligé quand même de s'arrêter. Donc, on peut faire un divorce win-win, effectivement. C'est très important ce que rappelait Madame, et je la remercie beaucoup de le rappeler. Sur le sacré, je crois que ce qui est très particulier aujourd'hui, c'est que finalement, quand on a une culture chrétienne, on sait bien que l'accent il est mis sur la relation, c'est-à-dire que la vocation de l'homme est d'être dans le lien, que nous sommes incomplets et que l'autre, dans son altérité, va nous apporter quelque chose qui va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Or, on est dans une société moderne qui a délaissé tout ce qui a de la valeur au profit de ce qui a un prix, qui a tout marchandisé. Avant, on avait des amis, maintenant on a des followers. Donc ça veut bien dire qu'on a marchandisé l'affect, on a marchandisé le corps, on a marchandisé le lien. Et donc, comme on est dans une perspective ultra individualiste, et d'ailleurs je suis la première à dire que le développement personnel a fait beaucoup de mal au sacré du lien et à l'importance de l'affect parfois, et bien évidemment, on se précipite sur le divorce avec cette illusion que l'herbe sera plus verte dans le pré d'à côté et qu'il suffit de se débarrasser de l'autre pour se débarrasser de ses frustrations. Mais en fait, quand vous allez divorcer, vous allez emporter tous vos problèmes pas réglés avec vous. Donc il faut transformer en fait ce divorce en un apprentissage, en une leçon dont vous allez tirer de la maturité, parce que sinon vous allez refaire souffrir quelqu'un, vous allez faire souffrir vos enfants, et vous en plus vous allez rester amer et aigri en externalisant la source du problème sur l'autre, en disant tout vient de l'autre. Mais on est deux dans un échec, c'est-à-dire même dans les cas où l'autre est un pervers narcissique absolu, et cela peut arriver bien évidemment.
qu'est-ce qui s'est passé pour que votre discernement ne soit pas lucide et qu'est-ce qui s'est passé en amont quand vous avez choisi cet autre, en fait, de quoi vous n'étiez pas libéré, de schémas familiaux peut-être, etc., etc. C'est pour ça que dans le livre, je reviens sur cette importance du lien affectif, mais je reviens aussi sur le discernement par rapport au sentiment de culpabilité. Parce que c'est le premier sentiment qui nous étreint quand on se sépare. Et je crois qu'il y a une culpabilité qui est saine, qui est la culpabilité qui va nous permettre justement de pas faire n'importe quoi et de divorcer en étant discipliné et propre. Et puis il y a une culpabilité qui est en fait un peu de l'ego mal placé, c'est-à-dire que je vais abîmer mon image sociale, je suis en conflit de loyauté avec ma famille dans laquelle le divorce est très mal accepté. Bah oui, mais finalement, si votre mari vous frappe ou qu'il s'en prend aux enfants, tant pis pour l'image sociale, il faut sauver vos enfants. Elle est là, il est là votre devoir, elle est là votre mission sacrée. Et puis il y a aussi la culpabilité qui est en fait un protecteur de l'ego. C'est-à-dire que parfois se sentir coupable, c'est une bonne manière de pas rentrer dans l'humilité et l'acceptation qu'on était impuissant à sauver cette relation. Et parfois, celui qui part, c'est celui qui a le courage de dire, bah, on était tous les deux en train de se tirer vers le fond. On ne pouvait plus se tirer vers le haut. On a tout essayé. Et donc là, il faut savoir lâcher, en fait, parce que ça va devenir toxique. Non pas que l'autre soit toxique, mais nous deux ensemble, on n'avait pas bien analysé nos personnalités et finalement, ensemble, on n'est pas compatibles, on se tire pas vers le haut. Et parfois, ça arrive et je crois qu'il faut avoir l'humilité de l'accepter. Eh bien, merci pour ce premier élément, ces premiers éléments de réponse, mesdames. Nous nous séparons quelques instants pour mieux nous retrouver. Attention, autour de Vivaldi, en compagnie de Monsieur Vivaldi et ce Corrente, cet extrait de la sonate opus 2 numéro 3 pour violon et basse continue. À tout de suite. Voilà pour cette première trêve musicale. Merci Vivaldi, merci François Dieudonné pour cette touche un petit peu élégante et baroque avec Vivaldi. Comment épargner nos enfants du traumatisme du divorce, puisque ça reste évidemment un traumatisme, ce divorce qui concerne de plus en plus de Français. Marie-Estelle Dupont est avec nous ce matin, psychologue clinicienne et psychothérapeute qui a justement écrit « Réussir son divorce », qui a presque eu le culot de l'écrire en fait, parce qu'il y avait assez peu de littérature autour de cette thématique. Bravo à vous. Chez Larousse, Sophie Renouf, qui est avocat en droit de la famille au barreau de Lorient, qui a écrit de son côté le guide pratique de la séparation pour ne pas faire non plus trop de bêtises côté juridique. Chez Jouvence, donc, et Sophie Durand, enfin, qui est avec nous également, thérapeute familiale, médiatrice familiale, qui est thérapeute de couple et pour les familles, évidemment. Nous évoquions effectivement cette douloureuse, délicate, difficile question que connaissent certainement pas mal nos auditeurs chrétiens catholiques. C'est la question du pardon. Pourquoi parliez-vous du pardon à l'instant ? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire, le pardon, Sophie Durand ? C'est ce qu'on disait un peu en off, c'est-à-dire que c'est le bout du chemin de quelque chose, et avant de pouvoir pardonner à l'autre de ce qu'il n'a pas fait, et se pardonner à soi parce qu'on avait des attentes qui étaient déplacées à son endroit. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir, dans une séance avec le couple, reconnaître ce qui se passe pour chacun, reconnaître chacun des sentiments, reconnaître l'investissement qu'il a eu pour son couple, reconnaître ce qu'il a fait, reconnaître aussi ce qu'il n'a pas pu faire à certains moments. Il faut de la maturité pour réfléchir à tout ça. Je sais pas s'il faut de la maturité parce que quand on accueille des gens qui se séparent et qui, moi j'ai l'habitude quand même de recevoir des couples qui sont en grand conflit. On peut pas dire que la maturité à ce moment-là, elle est tout à fait présente. Ce qui est très présent, c'est la colère, c'est la rage, il est hors de question que d'être dans la même pièce que l'autre. La seule personne dans une séance de médiation qui est contente d'être avec ce couple qui se déchire, c'est moi, c'est pas eux. Ils veulent pas, ils veulent plus se voir, ils veulent plus être en contact, ils veulent plus avoir affaire à l'autre. Donc tout le travail, c'est un travail de délicatesse où il est important de se mettre à l'endroit où se situe chacun et de pouvoir le faire parler, de pouvoir faire en sorte qu'il se raconte et qu'il raconte comment il a misé dans son couple, comment il a investi dans son couple, comment ce couple il a été important. S'il y a de la rage, c'est que ce couple il a eu une importance ultra importante. Sinon, il n'y aurait pas de la rage. Donc, c'est ce travail-là absolument délicat qui prend du temps et en même temps. Courage aussi, hein.
Du courage pour les personnes qui viennent vous voir. Bien sûr, c'est des gens c'est des personnes très courageuses parce que en tout cas dans les situations de grands conflits, c'est devenu inacceptable d'être ensemble, quoi. Et ce qui est acceptable, c'est surtout de faire sans l'autre. Sauf que un enfant, il continue à avoir lui deux parents ensemble. Donc ce travail-là de reconnaissance, de pardon, permet ensuite d'envisager une coparentalité. On ne peut être une mère que parce que un père est présent, et on ne peut être un père que parce que la mère qu'on a choisie existe. Et donc c'est ce travail de triangulation à l'endroit de l'enfant qui est important de pouvoir poursuivre. Bien sûr, le couple se sépare, la famille reste. Ouais, et ça c'est difficile à concevoir, Marie-Estelle Dupont. C'est drôle, psychologiquement ça paraît évident quand on l'entend de la bouche de Sophie Durand, mais en fait il faut réapprendre ça. Oui, mais les couples ont besoin qu'on leur dise en fait. Moi je leur dis, vous êtes et dites-le à vos enfants, vous êtes séparés en tant qu'amoureux, mais vous êtes toujours une équipe parentale. Et à partir du moment où vous pouvez accepter qu'il y a d'un côté les amants qui ont échoué, et au début du livre d'ailleurs je reviens beaucoup sur la pression qu'a exercé évidemment notre société depuis 40 ans sur la famille, et comment l'anthropologie qu'on a dans la société moderne a totalement favorisé le divorce en mettant les individus en compétition. Donc comme maintenant il faut que l'homme et la femme soient interchangeables et que tout le monde fasse tout, évidemment ça tue le couple beaucoup. C'est-à-dire c'est extrêmement pesant sur les couples d'être dans une société moderne, beaucoup plus en fait. C'est beaucoup plus difficile de rester ensemble parce qu'il y a une compétition, parfois il y a même de la jalousie entre carrières, je veux dire. Donc c'est terrible. La modernité a attisé les conflits dans le couple, ça j'en suis convaincue. Mais dire à vos enfants, oui, papa et maman se séparent comme amoureux, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Donc je serai toujours ta maman et il sera toujours ton papa. Et donc il est évident que tu auras toujours, autant que tu le veux, accès à ton papa, et que tu ne seras jamais privé de ta maman ou de ton papa. Et que votre bouche ne salisse jamais l'image de l'autre en tant que parent. Mon Dieu, comme ça va être difficile au début, et mon Dieu, comme vous allez être récompensé, et mon Dieu, comme vous allez être fiers de vous dans quelques années. Parce que quand on salit l'image de l'autre parent, c'est sa propre relation avec son enfant qu'on pourrit. Et je peux vous dire que votre enfant, dans 15 ans, quand il fera le bilan avec son regard d'adulte qui commence à avoir eu quelques petits déboires amoureux, il se dira, mais ils m'ont bousillé mon enfance, en fait. Et puis, ils m'ont menti. Et puis, ils m'ont aliéné. Et puis, pourquoi est-ce que on m'a dit que mon père était un salaud? Peut-être que si mon père a fait ça, c'est parce qu'il souffrait et qu'il savait pas l'exprimer. Voilà, etc. Donc, vraiment, pouvoir distinguer le conflit des amants, on se déteste, on a envie de se jeter des casseroles à la figure, c'est une chose. Mais en tant que parent, on est une équipe. On a un projet, on a des valeurs à transmettre à notre enfant, et comment on préserve ça, et de pouvoir le faire, ça va préserver votre santé mentale à vous, et ça va préserver aussi votre estime de vous après coup dans la séparation. Ouais, ça demande évidemment beaucoup d'efforts. Vous êtes d'accord, Sophie Renouf? Il faut accentuer là-dessus, il faut même s'efforcer en priorité d'arriver à s'entendre d'une certaine façon. Je suis absolument et totalement d'accord avec ce qui a été dit par Sophie Durand et Marie-Estelle Dupont. Et je dirais que moi, je le constate en bout de chaîne, c'est-à-dire que tout ce qui n'aura pas été réglé chez le psychologue, dans le couple, ce qui cristallisera dans la procédure, principalement autour des enfants, avec en effet une tendance de l'un des parents à vouloir de fait exclure l'autre de la vie de l'enfant, mais ce qui n'est en réalité qu'une projection de sa propre envie d'exclure l'autre. Et c'est vrai que toute la difficulté pour une personne qui se sépare, c'est de prendre conscience que, en fait, elle a une double casquette. Elle a la casquette de conjoint, et à ce titre, elle est en droit d'exprimer son mécontentement par rapport à une situation conjugale, mais il y a aussi une casquette de parent qui doit être distinguée de la casquette de conjoint. Et la difficulté que je vois dans les procédures, c'est précisément lorsque il n'y a pas cette distinction de fait, et que sous couvert d'avoir été blessé ou frustré dans une relation conjugale qui n'était plus satisfaisante, eh bien, on veut atteindre l'autre par le biais de l'enfant, par des mesures
privative. Et là, on est dans une situation qui, en effet, n'aura pas été étudiée posément dans le cadre d'un travail thérapeutique. Ouais, Sophie Durand, ça pose... Là, pour le coup, ça peut être l'origine d'un drame sans fin, en fait. C'est ça. Le fait de ne pas... Mais c'est quand même... C'est délicat, hein, c'est difficile. Qu'on soit le largué ou la personne qui a... la personne à l'origine de la rupture, que ce soit les deux en même temps, enfin, tous les cas de figure, tous les motifs de rupture, de toute façon, ne facilitent évidemment pas la tâche ensuite au rééquilibrage, quoi, parental. C'est pas facile, ce qu'est en train d'évoquer justement. Ce qui est important, c'est de travailler la responsabilité et la co-responsabilité, en fait. C'est ça qu'il s'agit de faire. Donc c'est à partir, enfin c'est ça qu'on a en tête et en fond quand on travaille avec les personnes, quand je travaille avec les personnes que je reçois, c'est cette question de responsabilité. Comment je me suis engagée dans ce couple-là, qu'est-ce que j'attendais. Enfin, je répète un peu les mêmes choses, mais c'est hyper important en fait. C'est hyper important. Et ce qui est délétère absolument pour un enfant qui lui, il n'a pas attendu le divorce de ses parents pour s'apercevoir que ça n'allait pas entre papa et maman. Lui, il sait depuis bien longtemps parce que il a vu que papa amenait plus le café à maman, parce qu'il a vu que papa et maman ne se tenaient plus la main, parce qu'il a entendu des disputes, etc. Lui, il sait que depuis longtemps, la situation du couple de ses parents est inquiétante. Et si, comment dire, il peut prendre sur lui la charge de la responsabilité de résoudre ce conflit-là. Il peut se sentir aussi responsable du conflit, de la dispute. Donc c'est ça, pouvoir leur raconter. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Pouvoir leur faire le récit de ce qui se passe aussi pour les enfants, de ce qu'ils, comment dire, parler à la place de l'enfant, les aider à comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Ça peut aussi être particulièrement aidant parce que il n'est pas question pour des parents de faire du mal à des enfants. Aucun parent ne se dit je fais des enfants pour leur faire du mal. Donc en leur disant ça, tout d'un coup il y a quelque chose qui les arrête et qui peut les faire réfléchir parce que le conflit c'est absolument délétère. Est-ce que Marie-Estelle Dupont, c'est inévitable finalement la culpabilité dans un premier temps en tout cas, les enfants sentent bien qu'ils sont même en cas de conflit simple de parents qui restent ensemble, est-ce que c'est pas inévitable au fond de culpabiliser au moindre, et pourquoi ça l'est, si ça l'est? La culpabilité de l'enfant? Oui. C'est de ma faute, que pour reprendre ce que disait à l'instant Sophie. C'est intéressant parce que moi j'ai entendu des enfants qui ont remercié leurs parents d'avoir pris la décision de divorcer tellement ils en avaient marre d'être les confidents et les témoins des disputes. Un enfant, il a besoin de sens. Donc face à une situation qui est douloureuse, la première chose qu'il cherche à faire, c'est à lui donner du sens. Et face au sentiment très désagréable d'être impuissant, et quand on est petit, c'est insupportable d'être impuissant. C'est pour ça que l'enfant se raconte plein d'histoires sur toutes les questions qui se posent sur la vie. Il va se dire c'est de ma faute. Quand un enfant est battu, il se dit pas c'est maman qui est méchante, il se dit c'est moi qui suis mauvais et qui suis pas aimable. Donc dans le cas d'un divorce, un enfant va, si on est très énigmatique et qu'on lui parle pas, évidemment qu'il va se culpabiliser, il va se dire c'est parce que j'ai eu des mauvaises notes à l'école, il va mettre des explications complètement abracadabrantesques pour essayer de trouver du sens. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on doit parler à nos enfants, mais on doit pas leur parler n'importe comment. D'abord, on doit leur parler seulement une fois qu'on doit leur annoncer la décision, seulement une fois qu'on est sûr. Et moi, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de divorces si on s'autorise à se dire qu'il faut faire un pas de côté, peut-être prendre un temps momentané de réflexion, mais qui n'est pas une décision définitive, pour finir le discernement finalement sur le couple et pouvoir parfois faire renaître la relation. Mais c'est parce qu'on a accepté qu'elle était vulnérable qu'on va pouvoir la rendre à nouveau solide. Ou alors comprendre qu'il faut divorcer, mais on ne dit pas aux enfants qu'on divorce tant qu'on est encore en train d'hésiter. Donc on leur annonce quand la décision, elle est sûre, pour pas leur faire des va-et-vient dans leur tête. Et quand on leur annonce, on leur parle en se mettant de leur point de vue d'enfant. L'enfant, de quoi il a besoin? Il a besoin de savoir que sans l'ombre d'un doute, ses parents continuent de l'aimer. Il a besoin de savoir très concrètement qui va vivre où et où est-ce qu'il va habiter et quand est-ce qu'il verra chaque parent. Donc tout de suite lui donner des repères extrêmement concrets et factuels. Le monde d'un petit enfant, c'est des rituels.
Tu auras ton doudou, tu auras ta chambre, tu vas voir papa à tel moment, etc., etc. Tu peux avoir papa au téléphone si l'enfant habite chez sa maman, etc. Donc, on lui explique très concrètement. Donc, ça veut dire que tout ça, on l'a pensé ensemble avant. D'ailleurs, vous pointez du doigt la résidence alternée, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Oui. Et puis, on ne dit pas à l'enfant, on ne rentre pas dans les détails. On ne lui parle pas d'adultère. On ne lui parle pas des défauts de l'autre. On ne lui abîme pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image qu'il a de son parent. On le rassure sur l'amour, on le rassure sur le fait qu'on va continuer à l'éduquer ensemble, on le rassure sur comment va se dérouler sa vie, on le rassure sur le fait qu'il n'y est pour rien. Ça, c'est important. Central. Le reste, c'est les histoires de papa et maman qui étaient des amoureux et qui ne sont plus des amoureux, et c'est mes histoires de grands. Et quand tu auras ton amoureuse un jour, tu verras que tu auras pas envie de tout me dire. Et ben moi, c'est pareil. J'ai ma vie amoureuse et je ne peux pas tout te dire parce que tu es un enfant et que ta place d'enfant, ce n'est pas la place de mon amie ou de ma confidente. Ouais. Maître, j'ai presque envie de vous appeler comme ça pour à ce moment précis, Sophie Renouf. Vous rejoignez. Vous avez d'autres, évidemment, j'imagine aussi d'autres petites astuces à donner aux parents qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce cas, ou de proches justement de parents qui sont peut-être sur le point de divorcer ou chez qui ça se passe plutôt mal, qui ont besoin de conseils au fond. Alors peut-être rebondir sur un sujet qui pourrait concerner les enfants dans la procédure, et justement je ne sais pas il serait intéressant d'avoir l'avis de Sophie Durand et de Marie-Estelle Dupont. Je pense ici à l'audition de l'enfant. Moi dans ma pratique, il se passe pas un jour sans que un parent vienne me voir pour me dire voilà à quel âge mon enfant peut décider d'aller vivre chez l'un ou chez l'autre. En réalité, un enfant ne décide pas, et c'est vrai que là, je rejoins totalement ce qui a été dit. Mais bon, moi, de mon poste d'avocat, évidemment, je n'ai pas à traiter ça. Mais un enfant ne décide pas, ce sont ses parents qui décident pour lui et qui vont essayer de s'organiser intelligemment dans son intérêt. Pour le sécuriser. Malheureusement, je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas toujours possible. Et que parfois, le litige fait que l'un des parents peut être tenté, non pas de faire décider son enfant, mais de le faire entendre par le juge, ce qui, pour moi, je considère, n'est pas forcément une bonne chose. Et à titre personnel, je n'y ai quasiment pas recours parce que tout simplement pour les raisons évoquées dans votre émission, c'est-à-dire que quand on demande à un enfant d'aller s'exprimer devant un juge, cette demande, c'est pas l'enfant qui l'a faite, ça lui sort pas de la tête comme ça. C'est que un des parents souhaite son audition. Et si ce parent souhaite son audition, c'est précisément, c'est mon point de vue, pour plus ou moins l'impliquer dans le différent parental au sujet de sa garde, du droit de visite, etc. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que cette notion de l'audition de l'enfant, qui est une notion juridique, puisque c'est une faculté offerte à l'enfant et aux parents dans la procédure, eh bien, cette audition de l'enfant a tendance, selon moi, à beaucoup trop responsabiliser l'enfant dans une décision qu'il ne doit pas avoir à prendre. Séparer la féline, pardonnez-moi, nous sommes un tout petit peu en retard, mais pas plus que ça. On se retrouve promis, juste après. À tout de suite. Séparer la féline sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons de cette douleur qu'est justement cette séparation transformée, si je puis dire, en divorce. Comment épargner nos enfants de ce traumatisme? Nous en parlons avec nos 3 invités du jour. Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, qui est venue avec son ouvrage Réussir son divorce chez Larousse. Quelques précieux conseils également fournis par Sophie Renouf, comme avocate en droit de la famille au barreau de Lorient, qui de son côté a publié Guide pratique de la séparation chez Jouvence. Et enfin Sophie Durand, avec nous, thérapeute pour couple et famille et également médiatrice familiale. Alors on parlait à l'instant, merci infiniment d'avoir raconté un peu cela, Sophie Durand, le côté juridique, le volet juridique d'une séparation et puis surtout d'un divorce, la garde des enfants, etc. et la présentation ou non de l'enfant à la cour. Alors c'est vrai que
Il y a du pour et du contre dans ce studio. Dans quel cas ça peut être positif, évidemment, Sophie Durand? Ce qui est important, en fait, c'est que ce qui est important, c'est de considérer la singularité de la situation et que un enfant qui va être auditionné par quelqu'un qui sait faire ça, d'ailleurs, eh bien, ça peut être important qu'il soit entendu parce que c'est terrible chez l'un ou l'autre de ses parents qu'il est encore en cas d'inceste, encore en cas de violence, bien sûr, et que c'est important de l'entendre à l'endroit où il dénonce des choses qui sont violentes. Et de pouvoir le protéger de ce qu'il vit. Ça, c'est essentiel. Après, ce dont il faut faire attention, c'est que on pourrait aussi envisager que, encore une fois, auditionner au même niveau que ses parents, alors il s'agirait pour lui d'être encore une fois et toujours instrumentalisé dans la relation de couple de ses parents. Voilà, c'est ça. L'instrumentalisation dans le couple de ses parents, il en sait quelque chose. Depuis bien longtemps, il est au cœur de la chose, il se sent responsable, c'est lui. Il peut imaginer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est lui qui déclenche les disputes. Bref, il est au cœur de ça, et donc il y a à faire très attention et à prendre soin de ces demandes de parents qui disent allez, moi je demande ton audition, tu vas aller trahir la relation que tu as avec ton père, tu vas aller trahir la relation que tu as avec ta mère, parce que j'ai besoin, moi, de me sentir une bonne mère, un bon père. Bon, tout ça, c'est à accompagner tranquillement et surtout comprendre si l'enfant est instrumentalisé ou pas. Oui, c'est très important parce que souvent ça inflige des blessures de trahison simplement parce que un des parents a besoin de rassurer son narcissisme en fait, et l'enfant c'est pas un contrefort du narcissisme parental. Maintenant, ça peut aussi être une libération. Il y a effectivement pas de généralité possible. Moi j'ai un petit garçon en ce moment qui me dit papa il m'écoute pas parce qu'il dit que je suis trop petit. J'ai hâte d'avoir l'âge de dire que je veux plus aller en garde alternée chez lui, j'ai peur de lui, je veux être chez maman. Donc voilà, c'est toujours apprendre, ne surtout pas faire de généralité. Et quand on est témoin d'un divorce dans la famille, de son fils, de sa fille qui divorce, pareil, ne pas faire de généralité. Il n'y a pas de place pour les préjugés, il n'y a pas de place pour la pensée binaire. Faut vraiment accompagner et faut se dire que si les petits garçons ont eu si longtemps et si souvent le fantasme d'être des pompiers, ça dit bien que les enfants, quand il y a leur monde, c'est-à-dire leur univers familial, qui s'écroule ou qui est bouleversé, leur premier réflexe aux enfants, c'est de se mettre en position de sauveur, c'est de se mettre en position de thérapeute, c'est de se mettre en position de rassurer papa ou rassurer maman, et qu'en fait vraiment notre rôle, c'est de préserver au maximum leur place d'enfant et de préserver les places. Même si l'organisation de la vie change. Il y a des places qui sont indéboulonnables, et notamment cette différence des générations qu'on veut tellement gommer dans la modernité, et ça m'est insupportable. Les parents ne sont pas des enfants et les enfants ne sont pas des parents. Et on voit bien, notamment pendant la crise sanitaire, comme on a demandé aux enfants de réagir comme des adultes, par exemple. C'est pas possible, en fait. Un enfant, c'est un enfant. Il est en pleine construction de son développement affectif. Donc on sait déjà un divorce, ça va être extrêmement lourd comme implosion pour lui. Il ne faut pas en rajouter. Et on ne compense pas l'amour, effectivement, pour suivre cette espèce de logique qui réifie d'une certaine façon l'autre et l'enfant, a fortiori, ne pas tomber dans la compensation. Ça, j'imagine que pour éviter les traumatismes, ça ne peut que faire empirer les choses, de compenser par des cadeaux, de l'argent, etc. Ce qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui, mesdames. Ah bah bien sûr, oui bien sûr. Et puis dans le livre, je donne des exemples aussi des premières situations qui sont très difficiles à vivre, les premières vacances où vous êtes seul avec votre enfant, etc. Comment ne pas compenser, soit de manière matérielle vis-à-vis de l'enfant, soit vis-à-vis de soi, en recréant une espèce de fusion mortifère avec son enfant, en dormant avec lui, etc., etc. Vraiment laisser à l'enfant accepter aussi que dans la tête de l'enfant il y ait une place vide qui se crée. Quand je suis avec maman il n'y a pas papa, et quand je suis avec papa il n'y a pas maman, parce que sinon on lui envoie des messages contradictoires. Moi j'ai des parents qui me disent on va faire Noël tous ensemble. Je leur dis non mais attendez, vous avez choisi de divorcer, c'est une chose, mais à un moment donné il faut que votre enfant il puisse trouver des repères. Donc il faut, pour qu'il puisse accepter cette situation qui est déjà difficile pour lui,
il faut que vous agissiez de manière cohérente avec cette situation. Si vous vous retrouvez, si vous faites des Noëls ensemble, si vous faites des vacances ensemble, etc., l'enfant, il est complètement paumé. Il sait plus où il habite. Alors, papa et maman sont ensemble, papa et maman sont pas ensemble. Et en fait, par culpabilité, parfois, on commet d'énormes maladresses. Il faut se tenir à des repères clairs. Non, on n'habite plus ensemble. Et d'ailleurs, moi, je conseille aux gens quand ils se ramènent l'enfant, que l'autre ne rentre plus dans le domicile, que l'enfant comprenne bien que chacun a sa maison, qu'il a accès à chacun, mais que chacun a son espace. Ça ne surenchérit pas le traumatisme, au contraire. Vous dites qu'il vaut mieux... Non, ça permet de comprendre que chacun a sa place, il y a un temps pour chaque parent, et c'est là que l'enfant va se rendre compte que finalement, oui, il y a beaucoup de chagrin, mais... dans son cœur, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs émotions. Il y a le chagrin que papa et maman soient plus ensemble, mais il y a aussi le plaisir de découvrir que quand il est avec maman, quand il est avec papa, il n'y a pas les cris. Maman est plus disponible. Papa essaye pas de rentrer le plus tard possible du travail. Maman lit des histoires au lieu de pleurer, etc., etc. Donc, il va pouvoir redécouvrir le plaisir d'être avec chaque parent dans un climat apaisé. Donc, il faut pas rendre, pardon, je le dis très mal, rendre à nouveau les espaces confus. Ça, c'est très important. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas, Maître Sophie tout court, Maître Sophie Renouf, pardonnez-moi, qui est en ligne encore avec nous. Alors, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas obligé, mais c'est intéressant. Si vous, non, mais j'écoute surtout avec attention parce que, oui, évidemment, intellectuellement, je suis totalement d'accord. Ouais. Maintenant, moi, ce dont je veux simplement témoigner, c'est que on est toujours confronté à des situations faites de particularités et que dans les cabinets d'avocats, il y a aussi souvent peu de personnes qui ont la capacité à la fois, et on comprend bien aujourd'hui pourtant quelle serait la nécessité, mais à la fois faire face à une thérapie et un accompagnement nécessaire de la compréhension des enjeux et à la fois d'une séparation, parce que économiquement, une séparation a un coût. Ouais. Et tout ce dont on parle aujourd'hui est une évidence. Malheureusement, concrètement, dans la plupart des familles et la plupart des situations que je peux voir, les choses sont plus brutales et moins réfléchies, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément toujours la possibilité de se dire tiens, avant de commencer par mettre en ordre juridiquement la séparation, je vais commencer à mettre en ordre ce que j'ai dans le cœur ou dans la tête, et on arrive souvent à de très fortes confusions telles que celles que décrit Marie-Estelle Dupont. Alors, quand même intéressant d'ailleurs d'évoquer ça avant que l'émission se termine. Juste, Marie-Estelle, pour vous citer, vous avez trouvé des chiffres assez parlants en tout cas. La durée moyenne du mariage est d'environ 15 ans, dites-vous, les hommes divorçant autour de l'âge de 42 ans, contre 44 ans chez les femmes, mais le risque accru de séparation se situe au bout de 5 ans, ce qui correspond en général à la petite enfance du premier enfant. Et évidemment, l'impact est encore plus grave. Alors ça, ce sont des statistiques nationales. Ouais. Je pense que quand on est catholique, le divorce se produit un peu plus tard. En général, quand il y a les divorces chez les catholiques, c'est quand il y a déjà plusieurs enfants. Ouais. Mais pourquoi c'est très parlant que ce soit souvent dans la petite enfance du premier enfant ? Parce que ça prouve la difficulté dans la société actuelle à passer de 2 à 3. Et à conjuguer le couple d'amants et le couple de parents. Et c'est évidemment un séisme l'arrivée d'un enfant dans un couple où les deux travaillent en plus et où les rôles sont donc plus difficiles à répartir. Je ne dis pas que tout était parfait avant et que tout est mal dans la modernité, mais c'est sûr que finalement on a cru se libérer puis on s'est un peu compliqué la donne, et ça arrive en moyenne au bout de 5 ans, parce que oui, effectivement, quand l'enfant sort de la phase bébé, très souvent le couple a du mal à se retrouver comme couple et qu'il est pris à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie de parents, et que moi j'ai beaucoup, alors les couples qui viennent en thérapie, c'est formidable parce qu'en fait ils ont plein d'outils et je leur dis mais vous avez des ressources énormes pour passer ce
cap. Et très souvent, on évite des séparations. Mais à ce moment-là, souvent, les couples arrivent en se sentant vraiment au bout du rouleau. Ils disent, mais je n'y arrive plus, je ne supporte plus, je ne la supporte plus. Là, j'ai eu un cas très joli parce qu'il faut quand même donner de l'espérance sur cette thématique qui est difficile. J'ai un couple qui est arrivé avec 2 filles il y a 1 an et demi dans mon cabinet en thérapie. Ils avaient 2 petites filles et la petite dernière avait 6 mois. La femme me disait, il faut vraiment que d'urgence vous me donniez un rendez-vous, sinon je passe mon mari par la fenêtre. Je les ai reçus et avant-hier, ils m'ont annoncé qu'ils se mariaient. Donc on a fait un gros boulot, ils ont été super courageux. Il est allé en thérapie bosser sur ses schémas familiaux, sa blessure d'injustice. Elle est allée en thérapie bosser sur sa blessure d'abandon. Ils ont travaillé chacun sur eux, ils venaient tous les mois en thérapie de couple et aujourd'hui ils sont apaisés, ils se sont retrouvés comme amants. Ils partent un week-end tous les trimestres, tous les deux en amoureux sans les filles et ils vont se marier et voilà. Et je croyais dès le début en leur couple et j'avais compris que c'était en fait là pour le coup une question de à la fois d'avoir nettoyé les poubelles émotionnelles de la famille et tous les schémas parentaux qui n'étaient pas ajustés pour eux et puis d'autre part s'organiser dans les contraintes de la vie pour laisser une place au cœur, une place à l'affect, une place aux sentiments amoureux qui étaient écrasés par la nécessité économique, la nécessité logistique. Autre grand sujet d'émission en quête de sens, évidemment. Ça pose un vrai problème que cette fréquence en fait du nombre de divorces qui tombe comme par hasard à la petite enfance. Pour terminer, ça crée quelque chose d'encore plus douloureux, pensez-vous, selon vous, Sophie Durand, ou pas? Ça, c'est pas... Ce qui est certain, c'est que comment dire ça, le couple conjugal, il s'efface au moment de la naissance des enfants. Il se met un peu derrière la scène. Et après les 3 ans, enfin voilà, l'entrée à l'école maternelle, tout d'un coup, il reprend une place. Et si on n'y a pas fait attention, si on l'a pas arrosé correctement, si bien sûr parce que c'est la vie, enfin le boulot, et bien tout d'un coup, ça peut être effrayant de savoir de retrouver ce couple-là. D'autant plus qu'il y a de nouvelles attentes. Et quand il s'agit effectivement de devenir parent avec une histoire compliquée, bonjour. C'est pas évident, mais en allant voir des personnes comme Marie-Estelle Dupont ou des prêtres ou que sais-je, eh bien, ça peut parfois se transformer en happy end. Absolument. Moi, j'avais un couple samedi dans mon cabinet, c'est absolument merveilleux. Et ben voilà la preuve. Je retombe amoureuse de mon mari. C'est magnifique. Merci mesdames. Marie-Estelle Dupont, l'émission touche à sa fin. Sophie Renouf et Sophie Durand. Merci mesdames. Et bon courage à tous les couples qui sont en situation de séparation en ce moment. On les embrasse. Et oui.